Alors je suis heureux que vous soyez tous là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un sujet qui est un peu polémique peut-être. Alors déjà je voulais vérifier, est-ce qu'il y a des managers dans la salle? Vous pouvez lever la main? Alors je vous rassure, ça devrait bien se passer. Alors tout d'abord quelques mots. Aujourd'hui effectivement mon sujet est celui de la fin de la hiérarchie. Et si ça veut bien démarrer. Quelques mots de remerciement évidemment pour tous les sponsors de l'organisation sans laquelle vous ne pourriez pas avoir ces conférences gratuitement. Et puis, pour parler de la fin de la hiérarchie, je parle en fait des organisations plates, des entreprises libérées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces organisations, une petite définition qui est une définition proposée par Isaac Getz, qui a été un de ceux qui a théorisé les entreprises libérées, dans un livre qui s'appelle Liberté et compagnie, et qu'il publie en 2009. Donc une entreprise libérée, c'est une entreprise où l'ensemble des salariés est libre d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment justes pour l'entreprise. Donc c'est une entreprise sans chef. Alors pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je vais vous emmener à travers un petit voyage. Et je précise tout de suite, toutes les illustrations, c'est bien moi qui les ai faites, et c'est aussi long à faire que ça le semble. Mais pour démarrer, nous allons effectivement discuter du coût de la hiérarchie. Pourquoi est-ce que certaines organisations aujourd'hui en viennent à remettre en question le principe de la hiérarchie? Quels sont les coûts sur l'organisation, les coûts sur la motivation des individus, les coûts aussi sur la capacité d'innovation de l'entreprise. Et puis, une fois que l'on décide d'avoir une organisation sans chef, on a aussi une organisation avec de nouveaux besoins. Et dans un deuxième temps, nous discuterons de tout ce qui est liberté, mais liberté sans chaos. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas tout de suite un joyeux bordel? Et puis finalement, nous aborderons évidemment le rôle des managers, les managers qui disparaissent en tout cas de leur rôle hiérarchique et qui ont certainement tout un tas de nouvelles compétences à acquérir, de nouveaux rôles à tenir. Alors c'est vrai qu'il peut sembler un petit peu étrange de remettre en cause la hiérarchie. Il y a 4500 ans, la structure de nos sociétés était éminemment pyramidale. Et sous l'effet de cette structure hiérarchique, on a pu construire l'une des 7 merveilles du monde, en l'occurrence la pyramide de Khéops. Une merveille dont aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on a pu réussir ça. Alors lorsqu'on arrive au début du XXe siècle, avec la révolution industrielle, on est toujours dans cette structure hiérarchique de nos sociétés. Et d'ailleurs, Winston Taylor disait « L'ouvrier n'est pas là pour penser, mais pour exécuter des gestes savamment calculés pour lui. » La difficulté, c'est que tout au long du XXe siècle, on voit se développer la société de communication. Une société qui va accélérer les échanges. Et si à la mort d'Abraham Lincoln, il faut à peu près 12 jours pour que l'information parvienne en Europe, à la mort de Michael Jackson, vous avez un edit sur Wikipédia moins de 2 heures après l'appel au 911. Donc aujourd'hui, l'information, elle circule à la vitesse de Twitter. Et si l'information circule aussi vite, ça veut dire que le changement, lui aussi, circule aussi vite. La problématique, c'est qu'avec tout ça, le fonctionnement hiérarchique s'écroule. La structure hiérarchique, pyramidale, n'est pas adaptée à une réactivité, à une adaptation au changement aussi rapide. Une des difficultés de cette hiérarchie, la première d'entre elles, et peut-être la plus évidente, c'est son coût financier pur. Bah oui, parce que vous le savez bien, les managers, c'est les plus gros salaires dans l'entreprise. Et puis quand vous avez un manager pour 10 personnes, si vous avez 100 personnes dans l'organisation, il vous faut 11 managers. Alors pour les matheux, les 10 managers pour les 10 groupes de 10 personnes, puis il faut bien un manager de manager. Donc vous avez non seulement quelque chose qui est coûteux, mais quelque chose dont le coût va augmenter de manière exponentielle avec la croissance de l'entreprise. Autre difficulté, c'est que la hiérarchie, c'est lent. Et vous en avez certainement tous fait l'expérience lorsque vous avez une demande à faire remonter tout au long de la chaîne de commande, et puis vous êtes en attente de la réponse afin de pouvoir agir. Alors c'est simple, pendant ce temps, vous vous tournez les pouces. Alors c'est bien, on a certainement un petit niveau à terminer à Candy Crush Saga,
Clash of Clans et autres Pokémon Go. Mais la difficulté, c'est que généralement, votre hiérarchie, elle ne s'attend pas à ce que vous doriez la pilule au soleil. Ça se passerait comme ça, moi je serais content. Ce serait bien agréable. Et puis, pendant que l'information remonte tout au long de la chaîne de commande, il se passe un phénomène très connu de nos chères têtes blondes dans les cours de maternelle. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Alors le téléphone arabe, c'est simple, c'est qu'on a une information, mais à force de changer, de passer de personne en personne, elle se déforme totalement. Et lorsque finalement l'information est remontée tout en haut, elle n'a plus rien à voir avec la réalité du terrain. Alors en entreprise, on parle d'indicateur pastèque. Alors vous le savez, une pastèque, c'est vert à l'extérieur, mais c'est rouge à l'intérieur. Et donc en fait, sur le terrain, tout va mal. Et puis, chef, c'est difficile. Puis le chef, quand son chef l'interroge, c'est difficile, mais on gère. Et puis finalement, quand on arrive tout en haut, il n'y a aucun souci. Alors en plus de tout ça, vos chefs, lorsqu'ils doivent prendre des décisions, ils sont affligés d'une certaine myopie. Évidemment, déjà, l'information leur arrive de manière déformée. Et puis, ils sont éloignés de la réalité du terrain. Sans compter qu'il s'est passé un certain temps avant qu'ils aient l'information. Et les choses ont déjà pu évoluer. Finalement, lorsqu'enfin la réponse à votre question surgit, le plan qu'il s'agit d'exécuter, le bien souvent, c'est ça. Ah là, je vous souhaite bon courage pour l'implémenter. Oui, c'est une figure de l'impossible, ça ne marche qu'en dessin. Hein. C'est pas la peine. Ce que nous dit Mike Tyson, c'est que tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il se fasse frapper à la bouche. En d'autres termes, comme le disait un général allemand, qui a fait deux choses. Déjà, il a révolutionné le commandement sur les champs de bataille, et surtout, il avait un nom totalement imprononçable, Helmut Karl Bernhard von Moltke. Je vous laisse apprécier. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de plan qui survive à la rencontre avec l'ennemi. En fait, vous avez besoin d'être réactif au changement. Vous avez besoin de pouvoir décider à la dernière minute, savoir si vous allez passer, si vous allez tirer. Vous avez besoin de prendre en compte le contexte. Et lorsqu'on est sur un terrain de foot, le coach ne sert plus à grand-chose. Certes, il s'évertue à houspiller ses hommes depuis le bord de la touche, mais en réalité, les gens décident à la dernière minute en fonction du contexte qui est juste devant leur basket. Alors de fait, si je vous pose une petite question, si vous avez deux demandes, une demande qui est exprimée par vos subalternes et une autre par votre chef, laquelle est-ce que vous satisfaisez en premier? Ouais, celle du chef. Ouais, c'est mieux quand même, il vous évalue à la fin. Hein. Ça peut être intéressant. Eh bien en fait, la vraie réponse, c'est pas celle du chef, et assez étrangement, c'est l'armée qui nous l'apporte. L'armée qui a bien compris qu'il y avait deux temps d'action. Il y a certes le temps d'action de la réponse au chef, celui de la chaîne de commande, qui est une vision stratégique. Dans les postes de commandement, le temps d'action, il est à 8 heures. Il s'agit de définir la stratégie d'action. Et puis, il y a le temps sur le terrain, où sur le terrain, une différence de quelques secondes, c'est parfois la différence entre la vie et la mort. Ainsi, dans l'armée, ce qu'on vous dit, c'est qu'en priorité, vous devez répondre aux besoins de vos subalternes, avant de répondre à ceux du chef. Alors, la hiérarchie, elle a aussi tout un tas d'autres problèmes sur la motivation des individus. Et notamment, parce que si l'on en croit le syndrome de Peter, avec le temps, les gens sont promus jusqu'à leur degré d'incompétence. Alors c'est assez simple à comprendre en fait. Si vous êtes bon, vous êtes promu. Vous êtes toujours bon, vous avez toutes les compétences pour effectuer votre travail, vous êtes à nouveau promu. Et le jour où vous vous retrouvez à un poste où finalement vous n'avez plus les compétences pour le faire, vous n'êtes pas rétrogradé. Et du coup, le principe de Peter vient avec ce corollaire, c'est qu'avec le temps, tous les postes dans l'organisation sont occupés par des incompétents. Donc nous sommes tous incompétents dans nos postes. Alors, on l'est tous ensemble, c'est plutôt rassurant. La hiérarchie, on le sait, l'entreprise, on la rejoint pour sa vision, on la quitte pour son management. Et le management, lorsqu'il s'agit de motiver les gens, le plus souvent, ça se transforme comme ça. C'est le bâton et la carotte. C'est la motivation extrinsèque, celle qui est faite de punitions et de récompenses. Une motivation qu'on pratique
régulièrement dans les entreprises et dont on sait depuis les années 60 qu'elle est totalement inefficace. On a démontré depuis les années 60 que non seulement la motivation extrinsèque ne fonctionnait pas, mais que c'était contre-productif. Si l'on en croit Dan Pink, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Drive, la vérité sur ce qui nous motive », et qu'on prend l'exemple d'une classe de maternelle, alors en maternelle, tous les enfants savent dessiner. Ils aiment bien dessiner. Plus tard, ça ne sert plus à grand-chose. Toujours est-il que vous prenez ces groupes de maternelle et vous séparez la classe en deux. À l'un des groupes, vous donnez un bonbon à la fin du dessin. À l'autre groupe, vous ne donnez aucune récompense. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques semaines, le groupe qui reçoit un bonbon dessine moins longtemps que le groupe qui n'en a pas. En fait, les enfants ont fini par assimiler ce bonbon à une récompense pour un travail. Et de fait, au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. Et du coup, ils préfèrent aller jouer avec leurs camarades, prendre du bon temps, alors que les autres continuent à dessiner par pur plaisir. Ce que nous dit Dan Pink, c'est que la seule motivation qui fonctionne, c'est la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, elle a besoin de 3 conditions à minima pour fonctionner. Il y a certes peut-être d'autres éléments, mais celles-ci sont toutes les 3 indispensables. La première d'entre elles, c'est le sens. C'est-à-dire que vous savez pourquoi est-ce que vous faites les choses. La deuxième, c'est l'autonomie. Vous avez à la fois toute l'attitude dans la réponse à apporter à la question qu'on vous pose, et toute l'attitude dans l'organisation que vous allez décider, le rythme auquel vous allez faire les choses. Et enfin, la dernière, c'est la maîtrise. Alors la maîtrise au sens où vous avez les capacités pour faire, mais vous pouvez aussi développer vos capacités, continuer à vous améliorer en le faisant. La problématique, c'est que la hiérarchie, bien souvent, par rapport à tout ça, elle est castratrice. Parce qu'en effet, le chef impose, puisqu'il ne donne du sens. Il contrôle plus qu'il ne donne de l'autonomie et délègue. Et puis, il définit aussi votre plan de carrière, plutôt que de vous laisser définir quelles sont les compétences que vous voulez améliorer. Le risque avec tout ça, c'est de tous devenir zombies. Le chef nous a dit de faire ça, donc on exécute. On perd complètement toute notion de responsabilité individuelle. La hiérarchie a ce côté déresponsabilisant, alors qui peut peut-être effectivement faire un peu sourire, mais qui a quand même été l'une des excuses amenées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, pour justifier de leurs actes en disant que c'était la hiérarchie qui leur avait demandé. Alors vous direz, certes, c'est des événements exceptionnels. Je vous invite à regarder l'expérience de Millman, qui nous montre que tous, autant que nous sommes, sous l'effet de l'autorité, nous sommes capables d'avoir des comportements totalement irrationnels. Alors finalement, avec tout ça, est-ce qu'il y a réellement un problème de la génération Z? Les digital natives, la petite poussette telle que le dit Michel Serres, parce qu'ils sont capables de taper sur leur smartphone avec leur pouce bien plus vite qu'une dactylographe en son temps. En fait, cette génération, lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle nous dit « je veux être entrepreneur ». Ce qu'elle vous dit réellement, c'est qu'elle veut ne plus avoir de chef. Elle veut être son propre chef. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes aujourd'hui ne veulent plus être chef. Ben oui, parce que être chef, ça veut dire être face aux responsabilités, des objectifs parfois contradictoires. Et puis, face à toute cette difficulté, on finit en burn-out. Alors en burn-out, Dieu est sauf, dont les hommes politiques nous disent que ce n'est pas une maladie socio-professionnelle. Ça en dit peut-être quelque chose sur la façon dont la politique est menée, mais peut-être que nous nous égarons. En tout cas, ceux qui auront suivi la conférence ce matin sur qui a volé l'orange auront quelques idées sur l'action politique dans l'entreprise. Toujours est-il que lorsque vous avez construit toute récompense sur la progression de la hiérarchie, et que l'on vous dit qu'on n'est plus intéressé par progresser dans cette hiérarchie, vous avez un véritable problème. Ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est finalement basé sur notre vision du monde. Et vous le savez, si l'on en croit la religion chrétienne, le péché originel, c'est le libre arbitre. C'est le fait qu'à un moment donné, nous ayons pris des décisions sans l'autorisation du chef. Alors, Douglas MacGregor, dans les années 60, définit deux exemples catégorise les personnes et nous parle notamment de la théorie X, c'est-à-dire des individus
qui sont mauvais. L'homme est mauvais et laissé à lui-même va appliquer toute son intelligence pour essayer de contourner les règlements et de ne pas travailler. Alors évidemment, avec cette vision du monde, nous sommes dans une vision de l'entreprise qui est extrêmement faite de processus mécaniques, où il va s'agir de contrôler, de manière à s'assurer que l'homme ne finantise pas, ne vole pas et fasse son travail. Et vous le savez, un des moyens de contrôler les gens, c'est de contrôler l'information. Et vous avez certainement déjà vécu cette expérience où votre chef vous annonce une deadline, donc deadline, et puis il a toujours un petit peu de marge par rapport à la date qu'il vous donne. Et il contrôle cette information de manière à vous garder sous pression, à s'assurer que vous fassiez bien votre travail. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, on empêche tout simplement aux idées de rebondir les unes sur les autres. On s'interdit le développement de ce qu'on appelle l'économie du savoir. Alors, en dépit des apparences, ces équations sont justes. Alors certes, il y avait bien un dîner d'organisé hier soir. La Normandie est connue pour certains de ses alcools, mais je n'avais point trop bu. Et je vais vous démontrer pourquoi ces équations sont justes. C'est que dans l'économie du savoir, lorsque je transmets une information, un savoir, je ne la perds pas. Je ne deviens pas soudainement amnésique parce que je vous ai raconté quelque chose. Et à l'inverse, vous-même, vous acquérez ce savoir. Et donc on a bien un savoir que je vous donne, moins un, qui fait que deux personnes sont au courant de la chose à la fin. Et puis qui plus est, ce savoir, il va rebondir aussi sur votre vécu, sur votre historique. Et bien souvent, susciter une idée nouvelle. Alors parfois triviale et parfois totalement novatrice, et qui va permettre de nouvelles inventions. Et donc on va bien avoir cet effet d'émergence où une idée plus une autre va en créer une troisième. Ce qui, au passage, est quand même la raison pour laquelle nous travaillons en équipe dans les organisations. Si nous travaillons en équipe pour tous travailler de manière individuelle, concentrée sur sa performance propre, il n'y a plus intérêt à réellement travailler en équipe. Alors Isaac Newton, en 1676, citait Bernard-Henri de Chartres. Il nous disait « Nous sommes tous comme des nains, assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus loin et mieux qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre stature, c'est parce que nous sommes portés, élevés par eux. C'est-à-dire que finalement, tout rebondit sur ce qui a déjà été fait auparavant. Et si je vous pose une petite question, qui, selon vous, a inventé l'ampoule électrique? Ouais, Edison, en 1876. Eh bien non, Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique, il a juste industrialisé le processus. En 1835, un monsieur qui s'appelle James Bowman Lindsay invente l'ampoule électrique. Et puis, si on y réfléchit bien, en 1808, un autre monsieur qui s'appelle Humphrey Davy réussit à créer entre deux morceaux de charbon un arc électrique. Le principe même qui va amener à la réalisation de l'ampoule électrique, son industrialisation et l'éclairage que nous connaissons aujourd'hui. Et finalement, si vous regardez les prix Nobel aujourd'hui, ils sont de plus en plus attribués à un groupe de personnes. Lorsqu'on découvre le boson de Higgs, il a fallu quand même construire un super collider, là, j'ai plus le mot français, mais c'est un travail évidemment qui nécessite la synergie de tout un tas d'activités de nombreuses personnes différentes. Le truc, c'est que lorsque vous contrôlez toute information, vous empêchez aussi le hasard. Et Boucicaut est le fondateur du bon marché, c'est l'ancêtre de nos grands magasins. Au départ, tout va bien. C'est un concept révolutionnaire et tout est en pleine croissance. Jusqu'au jour, évidemment, où les ventes finissent par stagner. Il a alors l'idée d'introduire un peu de hasard dans l'organisation. C'est-à-dire que là où tout était très bien rangé, il s'arrange pour que lorsque la ménagère vienne faire ses courses, pour aller acheter son kilo de poireaux, elle passe à travers le rayon de dentelle. Les ventes explosent. Ce hasard, c'est aussi ce qu'on nomme parfois la sérendipité. Et un certain nombre de nos grandes inventions, à commencer par les post-it, une colle ratée, procèdent de sérendipité. Oui, je mets les post-it en premier, je ne suis pas agiliste pour rien. Ceci dit, si l'on regarde la découverte des États-Unis, ou redécouverte des États-Unis par Christophe Colomb, on pensait découvrir l'Inde.
Le micro-ondes est aussi une expérience de la sérendipité. La pénicilline, le téflon, et un certain nombre de choses comme ça procèdent simplement du rebond d'informations. La difficulté pour l'entreprise, c'est que, comme nous le dit Geoffrey West, qui a été président du Santa Fe Institute aux États-Unis, un organisme chargé d'étudier la complexité, plus une entreprise grandit, moins elle suscite d'innovation. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce qu'il nous dit aussi, c'est que plus la ville grandit, plus elle suscite d'innovation. Or, pour l'entreprise, plus elle grandit et plus elle va avoir besoin de relais de croissance. Plus elle va avoir besoin de moyens d'assurer sa subsistance. Et dans le livre The Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen, ce qu'on nous dit, c'est que les entreprises, face à l'innovation de rupture, sont condamnées à disparaître, parce qu'elles ne savent pas s'adapter. Parce qu'en respectant leur bon processus, finalement, elles mettent de côté cette possibilité d'adopter cette innovation de rupture. La croissance, par définition, ne peut pas être infinie lorsqu'elle est basée sur les matières premières. En revanche, si vous la basez sur l'économie du savoir, là, vous avez quelque chose dont la croissance non seulement peut être infinie, mais est d'une rapidité proprement hallucinante. Ainsi, on sait que l'on double l'intégralité du savoir humain tous les 7 ans. C'est-à-dire que depuis les premiers hommes jusqu'à aujourd'hui, dans 7 ans, on aura doublé toutes ces connaissances. Alors comment est-ce qu'on va se sortir de tout ça? Eh bien, il faut revoir notre conception de l'homme. Et Douglas MacGregor, à la théorie X, opposait la théorie Y, celle d'un homme bon, pour lequel il est tout aussi naturel de travailler que de rire et de s'amuser. Et si on veut construire une organisation basée sur ces principes, alors on a une organisation de réseau, une organisation d'échange, où il n'y a plus de chef. Et vous le savez bien, dans votre cerveau, il n'y a pas de neurone en chef. Et c'est heureux parce que imaginez un neurone qui dise à votre cœur de battre, ça peut être relativement problématique. Je vous souhaite de bien le préserver, celui-là. Alors quand on fait ça, on rend l'autonomie et la liberté à l'individu. Et de ce fait, on redonne l'initiative dans l'organisation. L'initiative de laquelle va surgir l'innovation. Et c'est une chose que Google avait très bien compris, lorsqu'ils donnent du temps libre à leurs employés, derrière, ils créent Gmail, qui est une expérience qui a été réalisée sur le temps libre des employés. Alors on le voit, la hiérarchie n'est pas totalement adaptée à un contexte de changement. Elle a un coût important sur l'organisation, dans sa capacité à s'adapter, sur les individus, sur leur motivation, et sur l'innovation qu'elle va avoir tendance à contrôler et à empêcher de se développer. Ainsi, si on veut vraiment revoir les choses, il faut totalement changer notre paradigme. Il faut penser à un homme capable d'innovation, d'invention, de bien faire les choses tout simplement, parce qu'il y trouve un certain sens. Alors évidemment, c'est joli de dire qu'on supprime la hiérarchie. Après, pour autant, dans l'organisation, tout n'est pas simple. La première des difficultés, c'est que lorsque vous n'avez plus de chef, vous êtes en plein brouillard. Les choses deviennent confuses. Il est difficile de vous repérer dans l'organisation puisque vous n'avez pas ce point de repère que pouvait représenter votre chef. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que sans chef, l'organisation, c'est véritablement un réseau distribué dans lequel il peut être très compliqué de trouver l'information. Le risque, tout simplement, c'est que nous devenions tous Shadok. Sans chef, ça soit le chaos. C'est-à-dire que nous pompons tous parce que nous ne savons pas quoi faire d'autre. Nous pouvons certes tous être autonomes, libres, mais nous n'avons pas l'alignement. Et nous partons tous dans des directions différentes. Alors, le premier besoin d'une telle entreprise, ça va être d'instaurer une vision, un sens. Et Roy Spence et Ali Rushing, dans un livre qui s'intitule « It's not what you sell, it's what you stand for », nous disent « Qu'est-ce que le sens ?» Dit simplement, c'est une déclaration définitive à propos de la différence que vous essayez de faire. Si vous pouvez l'énoncer avec clarté et passion, alors tout devient clair, tout devient fluide. Alors le sens dans les organisations, on commence à s'y intéresser un petit peu.
et beaucoup d'entreprises ont un mantra. Cependant, lorsque vous êtes bailleur et que votre mantra c'est Science for a Better Life, on peut se poser la question de la pertinence et du vécu de ce mantra lorsque vous rachetez Monsanto. Donc il ne s'agit pas juste d'afficher des valeurs quelque part, il s'agit aussi de les vivre. Et justement, ces valeurs, elles sont extrêmement importantes. John Mackey et Rajendra Sisodia sont les auteurs d'un livre qui s'appelle Conscious Capitalism, et John Mackey est le PDG de Whole Foods, une entreprise de supermarchés bio qui s'est fait récemment racheter par Amazon. Et pour eux, l'entreprise est une entreprise tactile, qui a cet ensemble de valeurs. Ce qui est intéressant avec les valeurs, c'est qu'ils participent de la culture et vont vous aider à prendre des décisions tout en étant alignés avec le reste de l'organisation. Et ce qui se passe notamment dans l'un de leurs supermarchés, alors qu'un blizzard menaçait, c'est que les employés décident de laisser partir tous les clients sans payer. De manière tout simplement à ce qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Au-delà de cette vision et de ces valeurs, ce qu'il va falloir aussi réintroduire dans l'organisation, c'est la tribu. Alors pour les agilistes, je précise, je ne parle pas de la tribu au sens Spotify, des feature teams. Je parle bien de la tribu comme ensemble de personnes qui vont partager des rites. Parce qu'en effet, lorsque vous retirez le chef dans l'organisation, vous retirez tout point de repère et vous n'avez plus ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et en tant qu'être humain, nous sommes un animal social. Nous avons besoin de cette appartenance à un groupe qui va nous permettre de nous identifier, de définir qui nous sommes. Alors, dans les entreprises libérées, on a vu apparaître le titre de Chief Happiness Officer. On en a beaucoup rigolé parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un géo de Club Med. Il organise des fêtes, il met un baby-foot dans la cafétéria. Alors, évidemment, ça va au-delà de tout ça. Mais quand bien même on s'arrêterait à cet aspect d'organisation de fête, cela aurait déjà de la valeur parce que tout simplement, ce qu'on recrée, c'est des groupes. On remet la tribu dans l'organisation. Au-delà de ça, évidemment, il va falloir mettre de la transparence. Beaucoup de transparence. La transparence qui va vous permettre de savoir où trouver l'information. Et ainsi prendre des décisions qui sont cohérentes avec le reste de l'entreprise. Si vous êtes libre d'entreprendre tout ce que vous voulez, mais que vous voulez prendre les bonnes décisions, encore faut-il que l'information parvienne à vous. Au-delà de cette transparence, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à bien développer un environnement de confiance. Parce que sinon, le risque, c'est tout simplement de scléroser l'organisation. Finalement, si nous n'avons pas la confiance, mais qu'il y a toute la transparence, le risque, c'est évidemment de ne plus prendre aucune initiative par peur de se le voir reprocher, et donc d'être dans une stratégie parachute. Plus rien ne se fait, tout simplement parce que si je fais quelque chose, je risque de me faire taper dessus. Alors une telle organisation, évidemment, c'est exigeant, puisqu'il n'y a de coup plus de place à la médiocrité. Si vous faites une bêtise, mais que c'est vous qui prenez la décision, vous êtes aussi le responsable. Ceci dit, cette transparence dans l'organisation plate, qui amène ces difficultés, est intéressante parce qu'elle nous amène aussi le contrôle social. Le pacte social de Rousseau. Et Dan Ariely, dans son livre « C'est vraiment moi qui décide », nous dit que nous trichons tous un peu. Nous pouvons être bons et tricher un peu. Mais nous trichons rarement massivement, parce qu'à un moment donné, nous avons une certaine conscience de nous-mêmes. Et il nous raconte une expérience avec des étudiants du MIT. Il organise un concours sur lequel on peut tricher et ne jamais se faire prendre. Et donc on mesure les niveaux de triche des différents étudiants. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on fait signer le code de l'honneur du MIT, avant le début de l'examen, le niveau de triche diminue fortement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la transparence et vos collègues voient ce que vous faites, votre niveau de triche à vous aussi diminue fortement. Alors c'est d'autant plus fort qu'il n'y a pas de code de l'honneur au MIT. Alors ce qu'il nous dit aussi, c'est que non seulement nous trichons un petit peu, mais surtout nous trichons souvent parce que nous sommes face à des objectifs conflictuels. Et que du coup, n'arrivant pas à réconcilier les choses,
on est forcé un petit peu de tricher. Mais à partir du moment où vous êtes libre et responsable d'entreprendre les actions dans l'entreprise, ça veut dire que vous êtes à la fois décideur et acteur, et vous réduisez la distance entre la prise de décision et l'action. Et donc vous réduisez aussi les capacités de triche. Pour le directeur d'une telle entreprise, il y a quand même quelques risques. Vous êtes un délinquant social en puissance. Ben oui, parce qu'une organisation plate, imaginez une entreprise qui accorde des congés illimités à ses salariés. Alors imaginez, mais ça existe, hein, je ne vous révélerai pas lesquels, mais il y en a. Ben comment est-ce que vous justifiez ça auprès de l'URSSAF? Et puis, si vous n'avez plus de définition de poste, puisque, après tout, chacun est libre d'entreprendre toutes les actions qu'il désire dans l'entreprise, ben, je vous souhaite bon courage si vous vous retrouvez face au prud'homme. En fait, le cadre juridique de cette organisation plate, de cette entreprise libérée, est encore en grande partie à inventer. Il y a certes quelques initiatives. Aux États-Unis, on trouve le modèle des B Corps, qui est un modèle où l'entreprise, dès le début de son incorporation, vient dire qu'elle va rechercher à la fois le profit, de manière assez classique, mais aussi le bonheur de ses employés. Et puis on voit apparaître dans les bilans sociaux des entreprises la notion de Corporate Social Responsibility et le triple bottom line, les 3 P, c'est-à-dire l'action qu'a l'entreprise sur les gens, sur la planète et sur les profits. Alors on le voit, une entreprise qui commence à retirer la hiérarchie, ben, elle est face à un certain nombre de nouveaux besoins. Et effectivement, il va falloir avoir une vision extrêmement claire. Le pourquoi nous faisons les choses. Simon Sinek nous parle du Start with Why. Et évidemment, ça fait écho avec la motivation intrinsèque. Il va falloir aussi reconstruire des tribus dans l'organisation, des points de repère, instaurer de la confiance, de la transparence. Et puis, on aura un certain nombre de nouveaux challenges. Ceci dit, ce faisant, effectivement, on peut prétendre à l'innovation. Alors qu'on avance, je sens bien que les managers commencent à être un petit peu inquiets. Ah, pour l'instant, je n'ai pas dit ce qu'ils devenaient. Je vous rassure, on a encore besoin de vous. On a besoin de vous, certes, mais dans des rôles différents. Ainsi, ce qu'il faut voir, c'est que dans une telle organisation, le manager évolue et devient un leader. Et un leader, quand on y réfléchit, ça n'existe pas sans follower. Il faut des gens pour suivre le leader, sinon... Et le leader, dans une organisation plate, eh bien, il est élu par ses pairs. Il n'est plus nommé par la hiérarchie. Chez Semco, au Brésil, les managers sont recrutés par ceux qui auront à être managés par eux. Par ailleurs, ce leader, il a aussi un rôle de mentor. Parce qu'en effet, il n'a plus d'autorité. Lorsqu'on vient le consulter, ça va être de manière beaucoup plus spécifique. On le consulte parce qu'on respecte son savoir, ses connaissances, sur un domaine précis. On a une action vis-à-vis de lui qui va être limitée dans le temps. Je vais le consulter sur ce sujet, mais peut-être que sur un autre sujet, j'irai consulter une autre personne. Et puis, cette consultation se fait bien à la demande. Personne ne m'impose d'aller voir mon mentor. Et enfin, ce qui est certainement le plus important, c'est que ce leader n'a aucun pouvoir de décision finale, puisqu'il n'est plus votre chef. Il n'est purement consultatif. Alors évidemment, pour le manager, c'est une énorme remise en question. Est-ce que c'est l'homme qui fait le héros ou est-ce que c'est la machine? Il faut accepter de mettre son ego de côté. Il faut devenir ce qu'on appelle un servant leader, tel que le dit Robert K. Greenleaf. C'est-à-dire un leader qui se met au service de l'organisation. Le leader, le servant leader, doit accepter qu'il n'est plus tout seul à soulever le poids du monde sur ses épaules. Le management, c'est-à-dire l'efficience et l'implémentation, devient le rôle de tous. Dans une organisation où vous êtes libre d'entreprendre toutes les actions que vous estimez justes pour le bien de l'entreprise, c'est bien de votre rôle de définir la façon dont vous allez avancer. Et vous êtes responsable de ces actions. En revanche, le leadership, c'est-à-dire tout ce qui est notion du changement et de la transformation, reste bien l'apanage de quelques personnes. Et il s'agit là, non pas
de faire faire, mais d'aider, de faciliter ce changement. C'est une évolution profonde pour le manager. Et si l'on regarde l'ensemble des modèles de développement personnel, alors je suis loin de tous les maîtriser, mais ceci dit, on voit qu'ils ont tous un certain nombre de similitudes. Et notamment, ce qu'ils vous disent, c'est que lorsque vous évoluez en tant qu'individu, vous ne pouvez pas sauter d'étape. Vous êtes obligé de progresser à travers chacun des niveaux. Et si l'on regarde le modèle de la spirale dynamique que je vous ai mis ici, et que je l'explique assez simplement, le modèle rouge, c'est celui du pouvoir par la force. C'est une organisation de type mafia. Le bleu, c'est le dogmatique. Ça peut être la religion ou l'armée. L'orange, c'est moi contre le reste du monde dans la compétition. La difficulté, c'est que dans une organisation plate, dans une entreprise libérée, c'est des niveaux supérieurs de la spirale dynamique dont vous allez avoir besoin. C'est-à-dire le vert où vous êtes en tant que groupe à avancer pour essayer de trouver une solution. Le jaune où vous réalisez que c'est bien un système qui fait que les choses avancent, et que ce n'est donc pas votre efficience personnelle qui est le plus important, mais celle du groupe. Et enfin, le turquoise, où il n'y a même plus de notion de compétition, mais vous êtes tous ensemble au service d'un sens commun. Et un mantra de laboratoire pharmaceutique pourrait être que nous sommes tous là pour battre le cancer. Et vous imaginez bien qu'avec une telle vision, on se fiche complètement de savoir si nous partageons nos secrets de fabrique avec nos concurrents. Le rôle de ce nouveau servant leader, ça va être de délivrer le sens, d'inspirer la vision. Et Antoine de Saint-Exupéry nous disait que si nous voulons construire un bateau, le plus simple, ce n'est pas d'indiquer aux gens comment s'y prendre, c'est d'instaurer en eux le désir de la mer. Le servant leader va servir de point d'ancrage dans l'organisation. Il est là comme repère. Il sert de référence. Il permet l'alignement. Et ainsi, notamment, il va s'assurer de la congruence de la culture, des valeurs de l'entreprise avec ses missions. Et si vous voulez développer une stratégie de luxe, mais que vous êtes une entreprise de parcimonie, qui a l'habitude de faire du low cost, il serait totalement illusoire de penser que vous allez réussir dans cette nouvelle industrie qui nécessite un changement de culture total. Le servant leader, il est aussi plus là pour manager des tâches, parce qu'un manager, il faut bien l'avouer, sa journée, c'est des getting things done. J'ai un certain nombre de tâches à cocher, je m'assure qu'elles soient faites, mais en aucun cas, je ne manage des hommes. Parce que manager des hommes, tel que doit le faire le servant leader, c'est bien plus ambitieux, c'est bien plus difficile. Et il s'agit bien de trouver comment les élever, comment les faire grandir. Alors certes, on l'a vu, la motivation qui fonctionne, c'est la motivation intrinsèque. Et de fait, le leader ne va pas pouvoir motiver les gens. Mais simplement, il va pouvoir jouer ce rôle de jardinier et créer le cadre propice pour que les personnes se développent. En donnant le sens, plutôt qu'en imposant, en déléguant plutôt qu'en et en donnant l'autonomie plutôt qu'en contrôlant, et enfin en permettant à l'individu d'agir là où il a ses meilleures compétences et de l'aider pour acquérir celles qu'il souhaite. Un bon exemple d'un tel leader, c'est notamment Phil Jackson, ancien coach de la NBA et ancien sportif lui-même, qui travaillait beaucoup sur la notion d'équipe et qui a quand même réussi à remporter 11 titres de la NBA, 11 anneaux de champion de la NBA, et qui a eu à gérer des personnalités aussi compliquées qu'un Michael Jordan. Et quand vous avez Michael Jordan en face et que vous lui dites qu'il doit diminuer son niveau de jeu, vous avez intérêt à savoir ce dont vous parlez. Et effectivement, en diminuant son niveau de jeu, Michael Jordan se retrouve à devoir passer la balle plus souvent. Les équipes en face se retrouvent à devoir marquer l'ensemble de l'équipe et plus juste une personne. Et Michael Jordan, in fine, il score plus parce qu'il est démarqué. Alors, ce servant leader, son objectif, c'est de faire émerger de nouveaux leaders dans l'organisation. Et le commandant marqué,
qui était capitaine, commandant de sous-marins nucléaires aux États-Unis, l'USS Santa Fe. Lorsqu'il prend le commandement de ce sous-marin, le sous-marin est le dernier des classements de l'US Navy. Vous savez, ils ont un certain nombre d'examens compétitifs. C'est le dernier de la flotte. À la fin de son commandement, c'est le premier de l'US Navy. Et non seulement c'est le premier de l'US Navy, mais c'est celui aussi au sein duquel on voit le plus fort taux de promotion. C'est-à-dire que les gens réussissent leurs examens pour progresser dans la hiérarchie. Ce qu'il fait, il fait une chose toute simple. Il se met dans une approche de leader-leader. Et il demande à tous ses subalternes de commencer leur phrase en disant « Captain, I intend to ». Autrement dit, il leur demande d'exprimer ce qu'ils ont l'intention de faire plutôt que de demander au chef ce qu'ils doivent faire. Il les met directement dans la position de chef. Il les met directement dans la position d'acteur et de décideur. Et d'ailleurs, quand au début on exécute ces ordres sans les questionner, parfois de manière un peu stupide, à la fin, ces subalternes viennent contredire ces ordres parce qu'effectivement, ils sont inappropriés. Alors, à votre avis, quels sont les leaders que l'on doit développer dans l'organisation? Est-ce qu'on doit développer des Superman ou des Léonard de Vinci? Qui pense qu'on a besoin de Superman? Qui pense qu'on a besoin de Léonard de Vinci? Il y a pas mal de monde qui ne pense pas. Hein. Mais oui, effectivement, on va avoir besoin de Léonard de Vinci. Parce qu'un Superman, la difficulté, d'abord, c'est qu'il n'y en a qu'un. Et puis, il n'est pas si infaillible que ça. Hein. Il craint quand même la kryptonite. Mais Léonard de Vinci, c'est intéressant, parce que il était peintre, il était médecin, il était sculpteur, il était inventeur. En d'autres termes, il était polyvalent. Et la polyvalence, c'est ce qui va vous permettre de réagir dans le plus de situations possibles. Alors, bonne nouvelle, si dans votre scolarité, on vous a dit « disperser », ne va pas au fond des choses. C'est de vous dont on a besoin aujourd'hui dans l'organisation. Des personnes qui sont capables de s'intéresser à plein de sujets différents. Ce faisant, le servant leader, ce qu'il fait, c'est qu'il construit tout simplement ce qu'on appelle la learning organization, d'après Peter Senge. L'intelligence collective, l'entreprise apprenante. On a libéré les énergies, on permet aux gens de se développer, on crée le cadre de confiance qui fait qu'il y a prise d'initiative, et ainsi on recrée bien de l'innovation dans l'entreprise. Alors c'est pas tout simple tout ça. Pour arriver à réussir dans cette tâche, le servant leader va avoir besoin de nouvelles capacités. Et il ne s'agit pas d'intelligence, pas de QI, mais plutôt d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut savoir tirer la langue. Il faut savoir faire preuve d'empathie. Il faut accepter d'écouter pour comprendre. Il faut développer tout ce qu'on appelle les soft skills. Et puis, réapprendre certainement à communiquer, notamment avec la communication non violente de Rosenberg. Alors ce matin, on lui disait « c'est difficile, c'est long, moi je vais procéder autrement ». Ben oui, c'est difficile, c'est long. Mais la communication non violente, c'est la capacité de vous exprimer sans agresser l'autre personne, tout en ayant de l'assertivité, c'est-à-dire ne pas nier les problèmes et bien exprimer vos besoins. Alors je vous ai mis une licorne. D'abord parce que les licornes, c'est à la mode, donc on est d'accord, il faudra rattraper son public. Et puis les licornes, les startups font parfois des choses assez intéressantes. Dans l'une d'entre elles, Julia Rodowski décide d'organiser une étude afin de déterminer quelles sont les caractéristiques des équipes les plus productives. Et le résultat, ce n'est pas que les équipes les plus productives sont les équipes où on a les gens les plus compétents. Ce n'est pas non plus les équipes où on a le plus de ressources. C'est les équipes où les gens sont les plus gentils les uns envers les autres. Alors oui, les startups sont folles. Ici, le projet s'appelait le projet Aristote. Il a pris 3 ans et la startup s'appelait Google. Alors ce que ceci a d'intéressant, c'est lorsqu'on regarde la plus longue étude qui a été réalisée sur le bonheur, et cette étude qui s'est déroulée sur plusieurs décennies, conclut qu'en fait, pour être heureux, nous avons besoin de nombreuses relations sociales,
et de relations sociales de qualité. C'est-à-dire que nous avons besoin de la gentillesse des uns envers les autres. Qui plus est, cette étude se rend compte aussi, en étudiant les gens sur plusieurs années, que lorsque nous avons cela, non seulement nous sommes heureux, mais nous vivons aussi en meilleure santé et plus longtemps. Cela a des effets bénéfiques sur notre cerveau. Alors c'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a ça, mais ici on l'a. Alors que j'approche de la fin, ce qu'on regarde donc, c'est bien que le manager, il ne disparaît pas, mais il doit évoluer. Et cette évolution, elle est lente. Elle est lente et elle est personnelle. Il s'agit d'arriver à mettre son ego de côté pour se mettre au service de l'organisation. Ce n'est plus nous qui allons nécessairement entreprendre toutes les actions, mais nous allons essayer d'aider à faire émerger de nouveaux leaders. Et ce faisant, on donne une dynamique dans l'entreprise où chacun est réellement capable de prendre toutes les actions qu'il estime justes pour l'entreprise, tout en gardant l'alignement et en prenant les bonnes décisions. Alors, j'aurais pu vous laisser ici, mais ceci dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors évidemment, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais vous pouvez néanmoins vous poser un certain nombre de questions. Lorsqu'en tant que manager, vous êtes en train d'écouter vos collaborateurs, est-ce pour les comprendre ou pour répondre? Si demain vous deviez vous absenter pendant plusieurs mois, est-ce que vous seriez inquiet? Et puis, si vous n'aviez plus le grade de la hiérarchie, est-ce qu'on vous consulterait toujours? L'évolution, elle se fait pas à pas. Et notamment, peut-être, vous pouvez vous inspirer de quelques outils du management 3.0, à commencer par ce qu'on appelle un delegation board, c'est-à-dire tout simplement lister les différentes compétences, les différentes actions que vous entreprenez aujourd'hui et définir celles d'entre elles que vous pouvez commencer à déléguer. Et puis, il va s'agir aussi de commencer à mettre de côté le masque, de commencer à être un peu plus transparent. Alors certes, c'est un changement, et quand on parle de changement, le spectre de Kotter vient nous hanter. Kotter, spécialiste de la conduite du changement, qui nous raconte une fable de pingouin sur une banquise, certes qui se gelait un petit peu, mais qui avait une banquise qui était en train de fondre, et qui du coup essaye d'évoluer. Et Kotter définit 8 étapes dans la conduite du changement. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en premier, il faut instaurer le sentiment d'urgence. Ensuite, il s'agit de développer une vision, de construire une coalition. J'ai jamais aimé Kotter. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Ben oui, parce qu'on vous dit que la première des 8 étapes de la conduite du changement, c'est de créer un sentiment d'urgence. Alors les consultants, quand ils arrivent en entreprise, c'est bien simple, ils commencent par créer un sentiment d'urgence totalement fallacieux. Et puis, est-ce que cela veut dire que nous sommes tous des éternels étudiants qui ne faisons nos devoirs qu'à la dernière limite? Alors je vous ai mis un bébé, parce que ça aussi, ça fait vendre. C'est pas totalement gratuit, parce que si on regarde bien un bébé, ça change. Et ça change même beaucoup. Et puis après tout, c'est relativement confortable d'être dans les bras de papa et maman. Il n'y a pas d'urgence à changer. Alors à Kotter, je voudrais opposer Peter Senge. Alors vous voyez, hein, j'en critique un, mais je m'abrite derrière un autre, hein, je ne suis pas fou. Et Peter Senge, dans la 5e discipline, nous dit que, certes, nous pouvons changer face à la crise, mais nous pouvons aussi changer par aspiration. Et pour conclure, je vais vous laisser sur cette dernière idée. Pourquoi donc est-ce que de tout temps, l'homme a-t-il voulu apprendre à voler? Je vous remercie.